Salut à tous et bienvenue sur le Manège Show. Aujourd'hui, petite vidéo top 10 des catcheurs et catcheuses bannis de la WWE. Mais avant ça, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour les vidéos qui vont suivre. Donc il y a les vlogs sur WrestleMania 40 et aussi concernant la vidéo, à donner ton avis en commentaire et puis lâcher un petit like. Allez, générique. Acknowledge me. If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here. Oh yeah. Numéro 10, Brock Lesnar. Voilà, je l'ai mis dans ce top parce que voilà, ça fait parler, c'est d'actualité. Brock Lesnar est tout simplement banni de la fédération, même si en ce moment même, il y a des rumeurs comme quoi en interne, on voudrait son retour. Mais il a été du coup banni de plusieurs projets. Donc sa dernière apparition date de SummerSlam 2023, où il a affronté Cody Rhodes et où il a perdu. Il devait revenir au Royal Rumble, donc 2024, pour commencer sa route vers WrestleMania, peut-être pour affronter Gunther dans un match de rêve. Et au final, l'affaire Vince McMahon est tombée. On a appris, d'après les enquêtes, c'est que Vince a utilisé une de ses employées dans le but de faire signer un contrat à une star de l'UFC, anciennement UFC. Donc on se doute que c'est Brock Lesnar en question, où justement il a reçu des photos compromettantes de l'employé pour le faire venir du coup à la fédération. Tout ça a fait parler. Les fans ont pris clairement la chose à cœur parce que justement Brock Lesnar est un catcheur qui est quand même très apprécié des fans. Et par rapport à tout ce qui est sorti récemment, c'est vrai que les fans ont maintenant une mauvaise image de Brock Lesnar et la fédération n'a pas pris de risque, même si le procès avec Vince est en cours. Pour l'instant, il n'a pas non plus été accusé. Mais la WWE en fait a pris du recul et l'a enlevé en fait de tous ses projets. Et aussi par rapport au jeu WWE 2K, donc il a été retiré alors que son personnage était normalement jouable à la base. Et notamment dans l'intro des shows de la WWE, dans le petit générique de début, on avait Brock Lesnar et il n'y est plus. Passons au numéro 9, Jon Moxley, Dean Ambrose pour les anciens. Donc Dean Ambrose qui était à la WWE, il a commencé à la WWE avec le Shield, donc avec ses débuts au Survivor Series il me semble. Il a connu vraiment une grande carrière à la WWE, où il est champion du monde du coup de la WWE, champion intercontinental par exemple. Il a quitté la fédération en 2019. En fait, il a eu un manque de liberté créative par rapport à son personnage. Voilà, il avait quand même un gimmick d'un catcheur qui était assez fou, assez malade mental, assez dangereux, assez hardcore. Mais bon, le mot hardcore à la WWE, ce n'est pas vraiment ça. Et lui, il le sait. Donc, il a quitté la fédération en 2019 pour se tourner vers d'autres promotions, et notamment l'AEW, où justement il a rejoint lors d'un main event, d'un pay-per-view. Et là, il est devenu un peu le main eventer de la fédération. C'est vraiment l'homme sur qui on peut compter là-bas. C'est vrai qu'on peut se rappeler face à sa rivalité avec CM Punk. Là-bas, il a eu ce rôle de champion où il a perdu face à CM Punk. Mais CM Punk, avec ses problèmes à lui, il a dû relâcher le titre. Et derrière, c'était qui? Jon Moxley, qui a récupéré le titre, qui a porté la fédération dans cette période assez dure de la compagnie. Il a même écourté ses vacances, il me semble, pour justement sauver la compagnie des mauvaises audiences, et également du problème de CM Punk. Donc c'est vraiment un homme sur qui on peut compter. Il a ramené aussi sa femme qui travaillait à la fédération de la WWE auparavant, donc Renee Young, qui maintenant Renee Paquette à la AEW. Donc c'est vraiment un petit couple qui s'y plaît. Voilà, ils sont contents à la AEW. Et pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est qu'il va revenir forcément à la WWE par la suite. Peut-être pour reformer le Shield le temps d'un dernier run, ou peut-être le Hall of Fame par la suite. Mais pour moi, c'est un gars qui aime le hardcore, qui nous a prouvé
qui faisait vraiment des matchs vraiment très très bons, à la AEW notamment. Mais voilà, c'est vrai que le fait qu'il rejoigne la compagnie concurrente et qu'il soit un peu la top star, la WWE en fait l'a effacé un peu de l'histoire, tout simplement. On ne le cite plus, on ne le voit plus dans les clips promo, même dans les storylines qu'on voit autour de Seth Rollins et de Roman Reigns. Dean Ambrose n'est pas du tout cité. Numéro 8, Enzo Amore. Bon, pour les plus jeunes qui connaissent le catch, ce nom ne vous parle pas. Ce n'est pas non plus la grosse star de la compagnie, donc vous ne risquez rien. Mais Enzo, donc, qui était à mon équipe avec Big Cass, était vraiment un catcheur qui était intouchable au micro. Voilà, l'équipe faisait bouger les foules. Il y avait vraiment une réaction vraiment à chaque fois de la foule quand Enzo prenait le micro, quand Big Cass était là. Ils avaient vraiment une phrase culte qui était reprise par les fans. C'était vraiment, voilà, je pense, une équipe qui aurait pu aller très très loin. Mais le comportement d'Enzo a fait que l'équipe a sombré, notamment par rapport à son caractère. On sait que Enzo, en backstage, n'est pas très apprécié par les superstars, notamment lors d'une tournée de la WWE, où dans le bus des superstars, Enzo s'est fait virer du bus, nul autre par le Tribal Chief Roman Reigns. Il a été licencié par la suite, après tous ces problèmes avec l'alcool aussi. Ses déboires en coulisses. Et c'est en Survivor 2018 où il est revenu à la fédération, mais pas en tant que catcheur, mais en tant que fan. Et il a fait le show. Il a fait le show pour perturber l'événement, donc le pay-per-view. Et il s'est fait escorter du coup en dehors de l'arène par la sécurité. On parle aussi de Big Cass, donc son ancien partenaire qui lui rebondit mieux ailleurs. Il est notamment à la AEW avec Ricky Stark. Il forme vraiment une équipe qui marche très très bien. On voit que Enzo, lui, c'est vraiment tout le chemin inverse. Donc je pense pas que la WWE souhaite le remettre dans le roster dans les prochaines années. On va parler maintenant du numéro 7. Si je vous dis Feed Me More, vous allez me dire Ryback. Ryback du coup est un catcheur qui a commencé avec la WWE, qui a déjà une première approche avec la fédération en 2004 lors de Tough Enough, où justement il était vraiment un des rookies. Mais c'est pas là qu'il a pu rentrer à la fédération, mais bien à NXT saison 1. C'était en 2010, il me semble. Il a commencé dans le roster. Il a ensuite intégré la Nexus, donc ce fameux clan qui a tout démoli, tout dévasté à leur début. Ils ont eu aussi le main event de SummerSlam 2010, donc la team Nexus contre la team WWE. Et la victoire justement de cette équipe. Donc l'équipe de John Cena a battu la Nexus. Et la Nexus a eu du mal vraiment derrière à enchaîner du momentum. Continuer sur leur lancée. Je pense que là, c'était fini pour eux. Et quelques temps plus tard, donc c'était après Mania 28, Ryback est revenu en solo avec un nouveau personnage, avec ce nom de Ryback. Voilà, un catcheur assez violent qui faisait penser pour certains à Goldberg. Et il a pu avoir du coup un push où il a pu affronter des champions, notamment le champion de la WWE CM Punk dans les matchs par exemple NSL, John Cena. Mais on retient aussi son caractère, mais aussi ses prises de risque, sa violence que beaucoup de catcheurs décrivent comme pas justifié. Il est assez brusque, il peut blesser facilement aussi les catcheurs, ses adversaires. Donc il est très mal vu par rapport à ça dans les backstage. Il était très énervé par rapport aux part-timers qui étaient présents, qui voulaient un peu les spotlights, comme The Rock qui est intervenu, John Cena qui était pas non plus tout le temps là. Donc c'est vrai que ça l'a frustré. Et le 8 août 2016, il quitte la fédération et à travers son blog, donc, qui est toujours d'actualité, donc il continue à clasher la fédération, les catcheurs, les storylines qui sont en cours. Et aussi nous expliquer comme quoi il était très déçu en fait de son booking vers la fin. Et notamment son manque d'opportunités en dehors de la fédération. Par exemple, le manque d'opportunités par rapport à faire un film, par rapport à des conventions. Donc tout ça, ça l'a frustré. On va parler du numéro 6 maintenant. Numéro 6, c'est un catcheur qui aurait pu aller très très loin à la fédération. Peut-être même au main event des shows qu'on a actuellement. Top Star, ça c'est sûr. C'était Velveteen Dream. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un catcheur qui a eu une première approche avec la fédération
grâce à Tough Enough. Donc c'était la même saison que Mandy Rose, il me semble, avec un autre nom, Patrick. Enfin, un truc vraiment qui retient pas non plus le regard des fans. Mais c'est bien plus tard, ou lorsqu'il a commencé à NXT, qu'il a pu développer un personnage vraiment très à part. Voilà, qui était très sexualisé, avec un personnage en fait haut en couleur, avec un moveset incroyable. Sur le ring, il était vraiment extraordinaire. Mais il a eu pas mal de problèmes, notamment avec la drogue. Il a également des problèmes avec l'alcool. Également, il a pris des photos à l'insu de ses collègues. Justement, il me semble que c'était lors de soirées. Et justement, il a fait des échanges, des diffusions, des menaces. Tout ça mis bout à bout, ça faisait vraiment beaucoup contre lui. Et le dernier scandale, c'était justement l'envoi de photos dénudées de lui à des mineurs. Donc les victimes en ont fait part à la justice. Et toute cette histoire a fait en sorte qu'il a été suspendu derrière et relâché de son contrat. Donc récemment, j'ai pu voir sur les news qu'il tentait, voilà, il s'excusait auprès des victimes, auprès des fans, auprès de la fédération, peut-être pour revenir dans un futur proche, mais il avait vraiment tout qui était à portée de sa main. Il avait vraiment une belle carrière devant lui. Il a tout foutu à l'eau. On arrive maintenant à la moitié de ce top. Numéro 5, Jimmy Superfly Snuka. Donc c'est le père de Tamina Snuka, donc que vous connaissez tous à la fédération. C'est un ancien Hall of Famer. On le connaît également pour sa chute extraordinaire du haut de la cage. Mais là, je vais vous parler d'un fait qui fait que il a été retiré, il me semble, du Hall of Fame récemment. Mais surtout parce qu'il est l'auteur, voilà, présumé d'un meurtre. Donc c'est une affaire le dossier a été réouvert en 2014. C'était le meurtre de son ex-petite amie Nancy Arantino à l'âge de 23 ans en 1983 dans la ville de Allenton. C'était son ex-petite amie. Elle était connue pour en fait avoir pas mal de disputes avec ce catcheur, donc Jimmy. Et elle a été retrouvée morte pas loin de leur chambre d'hôtel. Donc il n'y avait pas eu beaucoup de preuves, mais au fil du temps, la version de Jimmy a changé. Et depuis, donc l'enquête a été réouverte en 2014 et notre Hall of Famer a été arrêté en 2015. Mais malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout de son procès car il a eu un cancer, voilà, de l'estomac. Il est décédé en 2017 suite à ces problèmes. Donc je pense que la WWE, avec tous ces problèmes de meurtre, en tout cas, quand c'est des problèmes de meurtre, ils prennent vraiment un recul incroyable et ils bannissent les catcheurs et les catcheuses de tout ça et ils veulent plus en entendre parler. Numéro 4 maintenant. Albert. Non, je vais pas vous le faire en entier, c'est chiant, je le sais. Mais Alberto Del Rio est notre numéro 4 de ce top. Donc il a fait ses débuts, vraiment des débuts incroyables à SmackDown, donc c'était en 2010, face à un certain Rey Mysterio. Il a une voiture qui va avec, la Rolls-Royce, un ring annonceur juste pour lui. Et il avait une entrée, voilà, qu'on pouvait vraiment se rappeler. Vraiment une entrée de heel, voilà, clairement. Il a vraiment un côté, je pense, derrière humain qui est très très vicieux, qui est très très toxique. Donc il a eu, voilà, des matchs de championnat, notamment face à Jack Swagger, à Mania 29. Il était aussi le dernier adversaire jusqu'à son retour d'Edge, donc à Mania 27. À Mania 29, c'était Jack Swagger. Donc je ne sais pas si je me suis trompé, mais voilà, je me rectifie maintenant. Donc il avait vraiment aussi, lui, devant lui, une belle carrière à l'avenir. Mais il n'a pas réussi à saisir sa chance, mais notamment à cause de son caractère en dehors du ring. Il a notamment trompé sa femme avec nul autre que Charlotte Flair, mais également sa relation avec Paige. Donc ils ont été en couple pendant de nombreuses années et ça a fait beaucoup parler car c'était vraiment un couple entre guillemets à emmerde. Voilà, ils avaient pas mal de dérives au niveau de l'alcool, au niveau de la violence, beaucoup de problèmes par rapport à tout ça. Paige était aussi dans une période très compliquée pour elle par rapport à ses leaks de photos, etc. Donc Alberto Del Rio derrière frappé Paige, etc. Une ambiance malsaine autour de ce couple et aussi ces problèmes. Alberto Del Rio, voilà, il est resté vraiment au même stade, il n'a pas non plus évolué
au niveau voilà, de son in-ring, de son personnage. Il a fait pas mal de fédérations également à côté, après la WWE. Il est toujours ouvert à l'idée de revenir à la fédération. Voilà, il s'est excusé aussi de son comportement, il souhaite revenir. Mais bon, je pense pas que c'est l'urgence pour Triple H. Je pense pas que c'est une nécessité pour lui. Et on peut le voir aussi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en décembre, janvier. Il est arrivé justement pour un show dans une salle où c'était une salle de gym. Voilà. C'est vraiment une descente aux enfers pour lui. Quand tu dis que tu passes d'une arène avec des milliers de personnes à un stade, enfin même pas un stade, une salle de gym avec peut-être 30 personnes, bah, c'est vrai que ça va être très très dur pour son amour-propre. Numéro 3, Chris Jericho, The King of Bling Bling. C'est une légende de la fédération, je pense que vous le connaissez tous, Chris Jericho. Il a traversé les époques, il a su se renouveler par rapport à divers gimmicks différents personnages. Il a été champion par équipe, on se rappelle avec Edge, avec le Big Show. Et il a quitté la fédération suite à une histoire qui lui tenait à cœur. On se rappelle là de son dernier run à la fédération, donc c'était avec Kevin Owens, où là c'était un peu les besties, donc les meilleurs amis. Et lorsque Chris Jericho et Kevin Owens, ils ont eu une petite trahison entre eux, ils devaient s'affronter pour le titre des États-Unis à Mania, face à face, mais à Mania 33, mais pas dans les mêmes conditions qu'ils espéraient. En effet, ils voulaient peut-être avoir l'opener ou le main event, car Kevin Owens et Chris Jericho ont vraiment mené chaque weekly autour d'eux. C'était vraiment l'histoire entre les deux était vraiment super intéressante. C'était peut-être la meilleure rivalité de l'année 2016-2017. Voilà, on se rappelle tous de The List of Jericho. Owens qui perd le titre face à Goldberg. Voilà, on pensait tous que Owens aurait pu défendre sa ceinture universelle face à Chris Jericho, justement, sur la plus grande scène du monde. Et au final, Chris Jericho et Kevin Owens n'ont pas eu cette chance, car Goldberg est passé par là. Et en plus de ça, leur match, qui vraiment était très attendu par les fans, a été placé en deuxième match de la soirée, donc juste après AJ Styles et Shane McMahon. Donc c'est vraiment peut-être une des pires places pour les catcheurs, car c'est vraiment pas le match qui ouvre le show, qui finisse le show. C'est vraiment le match au milieu de carte. Donc Chris Jericho était très frustré. Et tout ça, en fait, a fait qu'il est parti de la fédération. Il est parti de la fédération pour catcher au Japon, mais aussi pour lancer la compagnie concurrente, l'AEW. Donc il a commencé là-bas. Il est aussi le premier champion AEW. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment confiance en lui. Comme je disais pour Dean Ambrose tout à l'heure, Chris Jericho aussi est un des piliers de la fédération. C'est peut-être la première légende à rejoindre la fédération là-bas. Donc gros coup dur pour Vince, qui a vraiment été un grand fan de Chris Jericho durant ces années. Notamment, Chris Jericho l'a expliqué durant ses podcasts. Il a eu affaire à Vince au téléphone. Et justement, il a compris qu'il était vraiment considéré comme banni de la fédération. Car Vince McMahon, en fait, ne voulait plus entendre parler de lui. Chris Jericho voulait même inviter les catcheurs de la fédération, donc de la WWE, peu de temps avant WrestleMania 35, donc pour un peu teaser, mettre en avant la lumière sur le show. Et Vince a refusé, car pour lui, Chris Jericho était vraiment chez le concurrent, était maintenant un ennemi. Donc c'est bien triste d'en arriver là. Je pense que Chris Jericho a participé à beaucoup à la fédération pour le catch en général. Et c'est vrai que le renier de l'histoire de la compagnie, parce qu'il était chez le concurrent, c'est fort dommage. Mais bon, j'espère que Chris Jericho aura l'occasion de revenir à la fédération tôt ou tard. On se rapproche du top 1. Allez, numéro 2, Sunny. C'est une ancienne catcheuse de la fédération, donc qui a débuté en 1994 à la WWE. Donc c'était une des catcheuses les plus populaires des années 90. Elle a eu pas mal de problèmes également, en backstage avec d'autres catcheuses, mais aussi des problèmes d'alcool. Donc on ne retient pas non plus du bien d'elle, mais plutôt du mal. Il y a eu pas mal de controverses aussi, où elle a annulé sa présence à un show le jour même, alors que le show était au soir. Elle a été Hall of Fame en 2011, malgré pas mal d'accusations, pas mal de reproches. Il y a beaucoup de monde qui ne voulait pas l'avoir intégré au Hall of Fame,
mais elle a quand même intégré le Hall of Fame donc en 2011, donc dans la même classe que Shawn Michaels. Mais voilà, ce qu'on retient d'elle, malheureusement, c'est ses derniers déboires avec la justice. Elle a beaucoup été 2 fois arrêtée par la police. Elle a été arrêtée par excès de vitesse, pour alcoolémie par la suite. Elle était en prison, elle est ressortie. Problème avec la drogue, elle est repartie en prison, elle est ressortie. Elle a fait que ça. De ces 10 dernières années, elle a fait que ça. Elle a aussi tourné des vidéos pour adultes. Récemment, donc c'était en mars 2022, elle a été sous influence, leur conduisait sous influence. Elle a tué un homme qui attendait à un feu rouge. Et elle l'a tué. Et ça lui a valu 17 ans de prison. Donc c'est vrai que c'est une chute assez triste d'en arriver là. Mais elle a fait une descente aux enfers. Et je pense pas qu'on la reverra de sitôt. Et numéro 1, je pense que vous savez tous de qui je vais parler, malheureusement. C'est Chris Benoit. Chris Benoit, du coup, qui est un ancien catcheur de la fédération. C'était un ancien champion du monde poids lourd, un ancien champion par équipe aussi, avec Chris Jericho ou Edge. Il a été retrouvé mort à son domicile, ainsi que sa femme Nancy, qui avait 43 ans, et son fils de 7 ans, Daniel, ça le 24 juin 2007. Lors de l'autopsie, on a trouvé des stéroïdes, et notamment de la drogue dans son sang. Il a tué son fils et sa femme. C'est vrai que maintenant on évite d'en parler. C'est vrai que la WWE n'est pas très à l'aise avec ça. Moi non plus, j'aime pas trop parler de ça. Car c'est une histoire assez triste, assez sombre. Beaucoup de fans militent pour quand même qu'il ait sa place au Hall of Fame. C'est une chose qui fait débattre. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo. Du cas qui vous a le plus surpris. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!